Bienvenue au monde de la course. Un retour après une absence qui semblait prolongée. Certains se demandaient peut-être qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai arrêté de faire ça. Mais pour répondre à cette question, en fait, c'est que j'étais en train de déménager. Donc je suis, pour ceux qui regardent sur YouTube, vous pouvez voir, je suis maintenant dans mon nouvel appartement. Malheureusement, déménager, ça prend beaucoup de temps. Et c'est ça. Donc j'étais très occupé. En plus, j'ai eu des grosses semaines de travail. Moi, en tant que millénial, je suis habitué à des semaines de travail de 4 jours. Et là, certaines semaines, j'ai travaillé 5 jours. Fait que là, ça m'a un peu bouleversé. Et j'avais plus le temps et tout ça avec les déménagements. Bref. Mais enfin de retour. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant ce hiatus, cette pause. Tout juste avant de commencer, j'aimerais remercier mes Patreons, Frédéric Vien, Jérôme Lamère, Tristan Garcia et Vincent Nadeau-Benoît. Euh, je m'y prends un peu de dernière minute. C'est une chance d'avoir une année bissextile où j'ai un 29 février, mais j'avais délivré sur ma promesse de les mentionner une fois par mois pour le premier épisode du mois. Cette fois-ci, c'est le 29e. Désolé pour cette pause, mais je vais quand même, je m'y prends quand même dans la minute. Je vais uploader ça d'ici ce soir pour que ça sorte. Et vous aurez une autre mention au prochain épisode qui devrait être très bientôt. Merci beaucoup pour votre support, comme d'habitude. Euh, Maintenant, qu'est-ce qu'on va couvrir dans cet épisode? Tout d'abord, merci Sophie de te joindre à nous pour cet épisode. Sophie, toi qui te spécialises dans... maintenant, t'as rechangé un petit peu ta spécialisation de doctorat. Maintenant, c'est un peu, ça va être quoi exactement? Puis ça va être pertinent à cet épisode-là. Je ne vais pas juste demander comme ça au hasard. Mais dans le fond, avant, je me spécialisais en troubles alimentaires chez les athlètes. Maintenant, c'est tous les problèmes de santé mentale qui vont être présentés chez les athlètes, comparé avec la population générale, voir s'il y a plus de pourcentage d'athlètes qui présentent les problèmes de santé mentale, puis comprendre après pourquoi ces problèmes-là s'installent chez les athlètes, finalement. Ouais, fait que les pressions des étudiants athlètes, en gros. L'histoire qu'on va couvrir aujourd'hui en est une athlète qui avait beaucoup de pression, mais des pressions qu'aucun étudiant athlète devrait avoir à vivre. Et cette histoire, ça a fait des grosses... C'était une bombe, en fait, dans les nouvelles du monde de la course. J'avais même partagé l'article. Dans le fond, tout ça a commencé avec l'annonce médiatique, la sortie de cette histoire a commencé avec un article du Globe and Mail qui a été fait par plusieurs auteurs spéciaux. Je pense que le principal était Michael Doyle, si je me trompe pas, que je sais qu'il a fait plusieurs articles pour Athletics Canada, des choses comme ça, bien présent dans ce monde-là. Et en gros, c'est un gros travail de recherche, de collecte d'informations, plus gros que ce qui a été fait par, on verra plus tard, les acteurs principaux, pour découvrir, tout sortir, qu'est-ce qui se passait dans cette histoire-là, toutes les magouilles qui ont eu lieu. Tout d'abord, on peut revenir à, je me souviens plus dans quel épisode, mais dans un épisode des Nouvelles du monde de la course, on annonçait que Dave Scott Thomas, le coach de l'Université de Guelph, avait été il avait annoncé son départ. C'était l'université qui l'avait mis de côté. Puis les raisons étaient inconnues. Mais on se doutait qu'il y avait quelque chose qui se passait, il y avait quelque chose qui s'était passé pour que un, un coach aussi prolifique soit simplement mis de côté tout à coup. Et là, quand l'histoire est sortie, ça a expliqué ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu, juste avant, il y a eu certaines allégations que c'était en lien avec ce qui est écrit du sexual misconduct, donc des méconduites sexuelles, est-ce que ça se dirait comme ça, ou des La mauvaises... conduite, une Hein? conduite sexuelle. Malconduite sexuelle, en gros, quelque chose... on sait qu'il y a plusieurs histoires de coachs qui font des affaires pas correctes à des athlètes.
La plus grosse histoire, je pense, au Québec, c'était l'histoire du coach de ski alpin, en tout cas, dans les années récentes, qui avait agressé de ses athlètes. Ben là, on a un peu une histoire comme ça. Dans mon accord, c'est pas, je sais pas, je connais pas exactement l'histoire de ski alpin. Je pense pas que c'était aussi pire que l'histoire du ski alpin, mais c'était quand même complètement inacceptable. Puis ça a des répercussions terribles sur l'athlète. En gros, on va commencer du début. Je vais essayer de résumer cette histoire-là du mieux que je peux d'après la lecture que j'ai faite. Mais juste pour vous donner une idée, c'est vraiment un article. Si vous lisez en anglais, allez le voir si c'est pas déjà fait. J'ai déjà partagé sur la page Facebook du monde de la course. Si vous ne lisez pas anglais, vous pouvez aussi essayer Google Translate. Il peut traduire les pages d'habitude. Vous allez en perdre un petit peu, mais en général, l'idée sera là. Mais moi, je me souviens quand c'est sorti. Je pense que j'étais chez toi, puis là, je lisais ça. J'étais comme aux toilettes en train de lire ça. Là, t'es comme, non, tu finis dessus. Puis là, j'étais comme, attends, je lis une histoire, là, c'est huge, c'est incroyable. Puis là, t'es comme, j'ai envie d'aller aux toilettes. Puis là, je disais, ok, ouais, je vais continuer à lire après. Mais j'étais incapable d'arrêter. C'était vraiment, comme, si on veut, fascinant, mais pas dans. C'est un peu. C'était vraiment incroyable. J'étais rivé un peu sur cette histoire-là, sur le travail qui a été fait par le journaliste, puis à quel point. Comme tu te mets dans l'histoire, surtout en tant qu'acteur près de ce niveau-là. En gros, comment ça a commencé? C'est cette fille, Megan Brown, qui a eu quand même des bons succès, je crois, avec l'université de Guelph. Elle avait rejoint l'université de Guelph, s'était fait recruter par Dave Scott Thomas. Et là, je vous dis juste les apparences. En gros, elle a eu quand même une bonne carrière, mais dans les dernières années, ça allait beaucoup moins bien. Il y avait des athlètes qui l'appelaient, à un moment donné, qui se mettaient à l'appeler Crazy Megan Brown ou Crazy Megan, parce que dans le fond, elle disait qu'il y avait eu des choses qui s'étaient passées entre elle et le coach, mais les athlètes prenaient ça comme une athlète qui est un peu en amour avec son coach, mais que c'est pas réciproque. Donc elle était un peu pas une bonne réputation si on veut, puis il y avait beaucoup de monde personne ne la croyait, ou très peu de gens la croyaient, puis disaient qu'elle était juste un peu une folle, là, quelqu'un qui se prend, qui invente des histoires parce que ça va pas bien, parce que ses succès s'arrêtent. Puis Dave Scott Thomas, lui, il arrêtait pas le succès après succès. Son équipe a été dominante pendant plusieurs années, côté masculin, côté féminin. Moi, je m'en souviens très bien. Dans les années que je courais au championnat canadien, c'était toujours Guelph qui gagnait. Tout le monde en avait assez. On avait envie de voir d'autres équipes gagner, mais ils étaient vraiment dominantes. C'est une dynastie, si on veut. Mais là, on va apprendre bientôt, vous allez apprendre bientôt, si vous ne connaissez pas déjà l'histoire, que cette dynastie avait des choses pas très correctes. Et la chose les moins correctes là-dedans, en fait, c'est la relation entre Dave Scott Thomas et Megan Brown. En gros, Dave il avait une relation assez étroite avec Megan Brown. Il parlait beaucoup, passait beaucoup de temps avec elle. Des fois, l'invitait à aller prendre des rides dans son auto. Au début, ça passait juste comme un coach, si on veut, qui a trouvé une athlète qui aime beaucoup, qui trouve qu'elle est très bonne. Mais très vite, ça passe la ligne de ce qui devient louche. C'est là, déjà là, pourquoi est-ce que tu devrais te rendre là? Pourquoi est-ce que tu devrais pas, en tant que coach, te dire, hey, est-ce que ce que je fais, c'est louche? Si ça l'est, arrête. Mais dans le fond, lui, il était marié, Dave Scott Thomas. Dès le départ, il y avait une femme. Je suis pas mal sûr qu'il y avait des enfants, je pense. Puis il y avait juste une relation très étroite. Tout le monde était comme un peu. Certains peut-être étaient jaloux de cette relation qu'il y avait avec cet athlète. Il était vraiment un peu obsédé, si on veut. Dans l'histoire, on voit qu'il y avait beaucoup d'échanges entre eux. Plusieurs courriels qui ont d'ailleurs aidé
aider Megan Brown dans son dossier à prouver qu'il était vraiment obsédé, si on veut, puis que, ou peut-être pas obsédé, mais qui avait clairement une relation qui se passait. Et elle, à ses débuts, elle avait 17 ans. Même qu'au début, quand il la recrutait, je suis pas mal sûr qu'elle avait 16 ans quand elle courait encore au niveau avant d'être avec l'université de Guelph. Et donc, c'est ça, il y avait, au début, c'était plusieurs échanges, des mots doux, et ça s'intensifiait, il y a eu des relations sexuelles. Je pense elle avait passé le 18 ans, l'âge adulte, mais tout ça a commencé bien avant. Euh, et je peut-être même qu'il y a eu une relation avant, autour de 17 ans. Je suis plus sûr exactement. Faut vérifier l'histoire, prenez pas mes propos pour du cash. Mais bref, dans tous les cas, que ce soit avant ou après, il y a quelque chose qui marche pas là. Le coach qui va. Qui jase vraiment beaucoup, qui focus sur un athlète. En anglais, il disait to groom her, donc de vraiment la travailler, si on veut, un peu de vraiment prendre beaucoup de temps pour essayer de la séduire, ce qui est beaucoup plus facile quand tu es en situation de pouvoir, quand tu es le coach, puis qu'elle regarde look up to the coach, puis c'est facile de tomber amoureux avec ton coach, ton prof, des choses comme ça. Et donc, ça a dégénéré, ça a continué, mais là, un moment donné quand ça commençait un peu, à savoir, un moment donné, Dave Scott Thomas a dit, OK, il faut que ça s'arrête là. Et là, Megan était comme, ben là, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, comme ça a commencé à se savoir, mais ce que Dave disait, c'est que c'est juste elle qui raconte n'importe quoi. Elle est obsédée par moi, puis elle veut. Elle est fâchée peut-être un peu que moi, mon amour n'est pas réciproque pour elle. On a vu après dans les échanges de courriels que c'est pas le cas. Puis, mais à cause de sa crédibilité qu'il avait, elle qui vivait des moments difficiles, c'est surtout dans les moments plus difficiles qu'elle avait quand ça allait moins bien, ses courses, quand elle avait, je sais pas exactement s'il disait qu'elle avait des problèmes dans l'alimentation, je suis pas sûr de ça, mais bref, sa vie allait de moins en moins bien. Elle devait prendre, je pense, des médicaments ou quelque chose, et donc sa crédibilité était moins forte. Donc personne, ou à peu près personne, la croyait. Euh, et dans toute cette histoire-là, là, je me souviens plus exactement qu'est-ce qui se passe, mais t'as le père, à un moment donné, de Megan Brown, euh, qui a vu les échanges de courriels, puis qui a amené ça, je me souviens plus exactement quel titre, mais quelqu'un de l'université de Guelph, et qu'ils ont vu ça, puis ils ont passé ça à un commissaire d'éthique ou quelque chose. Puis après ça, ils ont dit, ben là, il faut que Megan elle vienne pour témoigner. Mais elle était comme en détresse psychologique, tout, elle était pas capable de faire ça. Fait que, puis là, après ça, il a dit, bon, ben, en ne sachant pas ça, voici mon rapport. Mon rapport est que il n'y a pas rien eu qui est pas correct. Parce que dans les échanges de courriel, on ne mentionne pas nécessairement relation sexuelle. Il dit c'est un peu weird, mais ça passe. Mm-hmm. Et c'est ça, aucune confiance envers elle. C'est ça, tu peux pas bring down quelqu'un sans preuve, mais il n'y a pas eu d'effort de l'Université de Guelph d'essayer d'investiguer plus loin, alors qu'on sait que quelques années plus tard, des journalistes indépendants ont réussi à se rendre tellement plus loin, puis c'est solide comme du béton. C'est pas une affaire, des fois tu peux dire, ben, il est innocent jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas assez de preuves. Là, c'est très clair, comme dans l'article que j'ai lu, c'est vraiment très clair, il y a trop de personnes, ça devrait être faudrait une espèce de théorie du complot qui n'aurait aucun sens pour que toutes ces personnes qui offrent les témoignages qu'ils offrent prouvent que en fait ça marche pas, c'est impossible, tout va dans ce sens-là. Donc, un
un peu c'est quoi, ça a été quoi, je me souviens que tu as lu un peu l'article, pas complètement, tu sais, mais tu as su un petit peu l'histoire. C'était quoi ta première réaction, toi, quand tu as vu ça? Ben, je pense que ça s'insère pas mal dans ce qui se passe actuellement. Tu sais, il y a le mouvement, de plus en plus, les universités, ils se fournissent de services en lien avec ça, tu sais, l'abus sexuel, la prise de pouvoir, puis tout ça. En fait, c'est ça, là, les professeurs ou les autres, les entraîneurs, tout ça, tout le personnel qui peut avoir des comportements inadéquats, tu sais, du côté sexuel avec leurs étudiants. Puis maintenant, il y a de plus en plus de services. Par exemple, on peut écrire un courriel à l'Université de Sherbrooke à ce service-là, puis informer d'une situation. Puis il y a aussi de plus en plus des services anonymes pour faire pour déclarer des événements qui se sont passés, mais sans que l'athlète en tant que tel, son nom soit révélé. Fait que j'imagine qu'à ce moment-là, cette fille-là, elle voulait pas dévoiler. Je veux dire, je comprends, c'est quelque chose qui demande. C'est gros, là. Elle, si elle vivait beaucoup de détresse, peut-être qu'il y avait plein d'émotions mélangées qu'elle vivait en même temps. C'est son entraîneur, et était encore dans l'équipe à ce moment-là. C'est ça. Fait que c'est sûr que tu veux pas avoir une mauvaise relation avec cette personne-là, mais en même temps, t'as déjà une mauvaise relation. Fait que peut-être qu'elle s'accrochait à ça, au petit restant de relation qui restait, puis à son potentiel dans l'équipe, puis qu'elle voyait qu'il était encore possible, là, tout ça. Là. Fait que non, j'imagine que c'était une situation vraiment difficile pour elle. Toute la relation qui était avec cette personne-là, son entraîneur, c'est une personne de confiance. Oui, mais c'est une situation insoutenable. Comment tu veux rester sain d'esprit quand tu as une relation secrète avec ton coach qui est marié, qui a une femme, des enfants, puis qui était comme un cool guy. Beaucoup de gens le respectaient énormément. C'est lui qui a été l'entraîneur de Reed Cosette, qui a été aux Olympiques plusieurs fois au marathon, qui était le Canadien le plus rapide jusqu'aux dernières années, que là maintenant on a toute une relève, mais pendant des années c'était lui le meilleur marathonien au Canada. Ils s'entendaient super bien, il était une sommité, son club était le plus grand club, c'est le Speed River Track Club. Qui a organisé plusieurs années les championnats canadiens de 10 000 mètres avec le Guelph Inferno, qui était le club avec la plus grande valeur au Canada en entier. C'était ce qui se rapproche le plus du Nike Oregon Project au Canada. Ils recevaient plein d'argent d'Athletics Canada, parce qu'ils avaient réussi à obtenir le statut de centre de performance, quelque chose du genre, ce qui leur apportait plein d'argent. Ils recevaient plein d'argent de New Balance, leur commanditaire. C'était vraiment le plus gros club. Donc, t'as quelqu'un qui a tellement de succès comme ça, très respecté, à cause de la dynastie qu'il a créée. C'est impossible de rester. Déjà, si à la base t'as des problèmes, impossible de rester stable. Je peux pas imaginer, même moi, là, qui est quand même une personne assez stable, d'avoir à vivre ça. Fait que j'ose pas imaginer, là, fait que c'est fou. Puis c'est aussi sorti, puis ça c'était déjà su un peu, mais que il y avait un peu une atmosphère qui disait comme win at all costs, gagner à tout prix, que c'était un petit peu dans le style de la NCAA, qu'ils se foutent un peu des athlètes, que on va leur faire des gros workouts, on va voir ceux qui cassent, on va voir ceux qui résistent, puis ceux qui résistent, ils vont être forts, puis on va gagner. Pas mal tout le monde voulait aller à Guelph parce que c'était là que tu performais, tu sais, et il y a eu plusieurs témoignages, il y avait plusieurs personnes qui aimaient bien Guelph parce qu'ils ont eu des succès là, puis le système leur payait bien à eux. Eux, ils réussissaient à performer malgré les difficiles entraînements et tout ça. Mais il y en avait quelques-uns qui parlaient un petit peu contre ça. Je sais, j'avais dans mon équipe une de mes coéquipières qui a été à Guelph, puis qui nous racontait un peu quand on joguait des fois que c'était quelqu'un de très intense, si on veut, de Scott Thomas, puis que si tu performais bien, il t'aimait, puis si tu performais pas super bien,
ben, il voulait pas te parler. Il s'en foutait un peu de toi. Ça, c'était un peu... ça se savait un petit peu, mais c'était pas bien sorti. Et là, ça nous amène à, si on veut, l'autre phase de cette histoire qui est un peu folle aussi. Puis on pourra retourner plus tard aussi un peu sur Megan Brown, qui est la personne centrale de cette histoire. Mais dans le fond, il y a le coach de Queens, de l'université Queens. Euh, euh, Mon Dieu, c'est Steve. Là, son nom me sort quelques instants. Excusez-moi, je vais retrouver ça. Euh, Steve Boyd, voilà. Qui, lui, il a longtemps parlé contre Dave Scott Thomas. Il l'aimait pas, ils étaient pas d'accord sur plein de sujets. Je pense notamment c'était le changement des femmes de monter la distance. Steve Boyd qui, lui, voulait monter les distances pour que ce soit égal, les hommes et les femmes, les deux courent 10 kilos, tandis que Dave, je pense qu'il était contre. Fait qu'il était souvent en désagrément, mais surtout, Steve Boyd, il parlait souvent contre cette culture-là à Guelph, cette philosophie-là qu'il trouvait qui était malsaine pour plusieurs athlètes. On a l'impression vraiment, on ne sait pas si c'est juste pour ça qu'il s'entendait pas bien. Il y a certains qui disent c'est parce qu'il est salty parce que ils ont souvent perdu deuxième contre Guelph. Moi j'ai l'impression que c'était un peu une combinaison des deux, mais surtout que il l'aimait pas, on le sait. Euh, mais dans le fond, ce qui s'est passé, il est très connu, Steve, pour être très vocal. Il se fait beaucoup d'ennemis. Il est souvent sur, dans le fond, Tracky, qui est un forum pour discuter du cross-country puis de l'athlétisme canadien universitaire. Ou pas juste universitaire, mais souvent c'est ça qui fait le plus parler le monde. C'est ça, lui, il a fait beaucoup de publications à travers les années là-dessus, puis il se faisait plus d'ennemis que d'amis, si on veut, par ses positions. Mais tu sais, j'ai déjà vu ses publications. C'est toujours respectueux. Il dit des choses que les gens sont pas d'accord avec, qui choquent. Mais c'est pas irrespectueux comme je dirais, mettons, Richard Martineau. Tu sais, ça se fait dans le respect sans insulter les gens, mais c'est des opinions assez tranchées. Et là, ce qui s'est passé, il y a eu une athlète de Guelph qui a fait une publication Facebook suite à la sortie de cette histoire-là. C'était Robin Mildren, si je me trompe pas, oui, exactement. Et dans le fond, elle a fait cette publication qui est toujours disponible et qui est publique, dans le fond, donc pour que tout le monde puisse voir. Ça, c'était peut-être 4-5 jours après l'histoire soit sortie. Et Steve a pas pris trop de temps pour mettre ses commentaires. Dans le fond, lui, il a indiqué, il a dit merci, je fais une traduction en ce moment de fly. Merci Robin d'avoir le courage d'offrir tes pensées sur le sujet. Puis tu mentionnes le succès de Guelph. En sachant ça, et en sachant toutes les choses que Dave a fait à travers les années, toutes les personnes qui ont souffert à cause de lui, est-ce qu'on devrait pas, là, je résume son point parce que c'est quand même assez long, est-ce qu'on devrait pas enlever les titres de Guelph, donc les titres les victoires de Guelph aux équipes masculines, féminines, pendant les années qu'il était le coach, pour un peu le punir, si on veut, et punir l'université pour ses inactions. Parce que s'il faut regarder l'article du Globe and Mail, l'université de Guelph a vraiment... Ils ont fait le gros minimum parce qu'ils aimaient Dave, qui leur amenait beaucoup de succès. Donc c'est vraiment, ça a été de l'inaction, selon moi, de l'inaction vraiment inacceptable, qui a causé la situation à perdurer pour Megan. Donc il dit, en sachant ça, est-ce qu'on ne devrait pas enlever les titres de Guelph?
Et plus tard, il spécifie, parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit « Ah ouais, mais ils disent « Ah franchement, tu dis ça, mais tu fais juste ça parce que si on enlève le titre de Guelph, ça va aller à Queens, qui était souvent deuxième. Mais c'est pas le cas, il dit c'est juste on enlève le titre, c'est tout, c'est pas pour moi que je fais ça. Puis honnêtement, j'ai lu ses propos, je le connais pas personnellement, mais je le crois dans ce qu'il dit. Je pense que c'est juste. Il a ses opinions, il est très un peu analytique, très logique, un petit peu comme moi des fois, il fait juste, il analyse la situation, puis il dit logiquement, selon moi, c'est ça qui devrait se penser. On peut être d'accord ou pas d'accord. Il y a plusieurs athlètes de Guelph sur le post qui, eux, font l'argument que, ben, plutôt que d'enlever ça, tu peux pas faire ça parce que t'as tellement d'athlètes qui ont dû, malgré d'avoir compétitionné sous le joug de Dave Scott Thomas, ils ont quand même réussi à passer à travers, puis à réussir à gagner ça, ce qui est tout un exploit. Après ça, lui, il s'ostine un peu, il dit ben ouais, mais Guelph réussissait à avoir plein d'athlètes, à recruter plein d'athlètes à cause de leur statut de top, de l'endroit top pour performer. Donc, bref, on peut être d'accord ou pas d'accord avec son point, mais il y a beaucoup de monde qui lui tombe dessus parce qu'ils disent you're very insensitive, t'es très peu considérant ou t'es très peu sensible à la situation. C'est ça, t'es pas assez sensible à la situation de tout de suite dire ce qui devrait arriver alors que nous on est encore en train de recouvrir de la situation de heal de ça. C'est pas facile pour nous, c'est toute une nouvelle, nous on savait pas. Puis là lui il dit c'est considéré comme une attaque, je sais, par plusieurs personnes, puis je peux comprendre comment, mais en même temps, moi, je vois comment lui le dit, je sais qu'il voulait pas le dire comme une attaque, mais tu sais, il dit, moi, je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes comme qui tournaient le regard ou qui devaient le savoir, c'est impossible que tu aies eu ça qui soit passé sans que personne ne le sache. C'est sûr qu'il y a du monde pas nécessairement qui savait, mais qui ont vraiment tourné le regard. Puis c'est sûr que là, t'as du monde qui vont se sentir attaqués si tu dis ça, parce qu'ils vont se dire, ben là, c'est quoi, tu me traites de protecteur de pédophile ou quoi, tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont pas bien le prendre. Mais je vois, tu sais, lui, il dit ça parce qu'il dit, dans le fond, les gens disent, là, t'aurais dû attendre pour faire ça, puis lui dit, ouais, mais non, il faut agir, puis t'sais, si on attend puis que le dossier est oublié, ça va pas aider non plus. Puis, bref, lui, il pense en ce moment, fait qu'il veut dire ce qu'il pense en ce moment. C'est sûr, est-ce que c'est très approprié, à vous de juger, mais je peux pas dire que c'est selon moi. J'ai lu, il y a beaucoup de commentaires, si on regarde au total, il y a des ça dit 84 commentaires en dessous de la publication, puis c'est pas des commentaires toujours courts, en fait, c'est beaucoup qui sont très longs. Mais je dois dire qu'en lisant les commentaires, je suis un peu plus, même si ceux de Guelph font beaucoup plus de likes puis de tout ça, je suis quand même un peu plus de son côté, je dirais, parce il attaque jamais personne dans ses commentaires, alors qu'il se fait beaucoup attaquer par les personnes. Comme des grosses attaques contre lui, même Reed Kosaet qui s'en mêle, tout ça, bref, lui il reste toujours plus comme analytique un petit peu, puis il dit vous faites des attaques contre moi je dis pas d'attaque contre vous, je fais juste dire mes points, blablabla. Fait que je dirais que je suis un peu plus de son côté, mais là ce qui est arrivé, là c'est pas, je raconte pas, je sors pas ça juste pour dire une histoire de commentaires Facebook. Ce qui est arrivé, il s'est fait renvoyer. Steve Boyd, qui était le coach de Queen, il s'est fait renvoyer parce Queens a dit qu'en se mêlant de cette histoire-là, il donne pas une belle image à Queens, il respecte pas les valeurs de Queens, peut-être en dérangeant les personnes qui sont en mourning, si on veut, qui sont en train de récupérer de cette histoire.
Bref, si on regarde ça hors contexte, on va dire Queen sont complètement fous, sont complètement imbéciles parce que l'ironie de cette histoire-là, puis on le voit dans un article, dans plein d'articles qui ont été publiés sur ça, euh, ça a pris des dizaines d'années, 14 ans quasiment, pour renvoyer un coach qui avait une relation inappropriée avec un athlète. Guelph a cover-up tout ça, ou pas cover-up, mais rien fait, tourner le regard. Tandis qu'un coach qui dit son opinion contre une affaire dégueulasse de relation, puis qui parle contre ça, lui, ça lui prend une semaine pour être renvoyé. Vu de même, c'est comme c'est un non-sens complet. Mais c'est sûr que c'est pas la première fois qu'il s'est fait avertir, Steve. Longtemps, il a toujours été actif. Puis de ce que j'ai compris, c'était un peu ça la goutte qui faisait déborder le vase. Mais, ouais. C'est un sujet délicat aussi. Je veux dire, suite à cette histoire-là de 14 ans du premier coach, je comprends que l'Université de Queen, je veux dire, ça a tellement fait réagir, cette histoire-là, que peut-être qu'ils n'ont pas pris le temps d'analyser c'était quoi l'impact des commentaires finalement de leur coach à Queen. Puis finalement, ils ont juste pris la solution la plus simple, puis je sais pas c'est quoi qu'il y a eu autour de ça. Il y a beaucoup de monde qui dit que c'est juste du on se protège, la culture de ok, on va juste agir vite, se dissocier au cas où que ce qu'il a fait est grave, puis c'est pas grave, on va trouver un autre coach. Mais là, c'est comme selon moi, c'est une grosse erreur de jugement. Puis ce que je pense que c'est de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu, c'est que dans le fond, t'as je sais pas c'est quoi le titre exactement, mais c'est quelqu'un, un athletics director ou quelque chose du genre à Queens, qui lui disait Steve, arrête de commenter, arrête de dire ton opinion sur tous les réseaux sociaux, tout ça. Je suis tanné, là, je reçois plein de merde de monde qui se plaignent que tu as des opinions sur telle affaire, qu'eux, ils sont pas d'accord, ils trouvent que c'est trop drastique. Puis lui, ben, il disait, ben là, j'ai le droit à mon opinion, c'est free speech, tu sais, puis fait que là, l'Athletics Director sentait un peu de la mutinerie, un peu, puis il était vraiment tanné de pas se faire sentir en contrôle. Puis là, il s'est dit, ça va être assez pour que je puisse bang, cut de court. Puis là, maintenant qu'il a renvoyé, le Steve a dit, ben je vais revenir avec mes avocats parce que c'est pas correct, cette affaire-là. C'est pas une bonne raison de congédiement. Puis surtout, dans le contexte de l'histoire, ça paraît encore plus mal quand tu considères que ça leur a pris. Lui dénonce une histoire d'inaction d'une université par rapport à des relations coach-athlète, une relation coach-athlète, puis lui, ça lui prend juste quelques commentaires contre ça pour se faire renvoyer. Fait que c'est quand même un peu de l'ironie. Mais c'est ça, toi, qu'est-ce que veux-tu continuer à un peu dire tes pensées là-dessus sur... Tu sais, je peux comprendre le point de vue des deux, tu sais, de l'université qui se dit, ben voyons, tu sais, ça crée beaucoup de... Brasse de la merde. Ben c'est ça, ça met le nom de l'université de Queen, tu sais, dans des discours que l'université voudrait peut-être pas être impliquée. Ouais. Puis je comprends ce point-là, tu sais, c'est une grosse situation qui ça s'est reflète passée. pas leur point de vue, tu sais, this statement does not reflect, là. Puis tu sais, normalement, en tout cas, à l'université, normalement, toutes les communications qui peuvent avoir une grosse portée sont réfléchies par... justement, des gens qui sont employés pour faire ça, tu sais, des communications extérieures à l'université. Fait que je comprends, tu sais, que ça fait une promotion qui n'est pas nécessairement positive pour leur université. Je peux comprendre, tu sais, que le directeur du département sportif était pas content de ça, puis surtout que lui, dans son travail, tu sais, son travail, c'est pas de gérer ça, tu sais, des gens de d'autres universités. Ah, il est tanné de gérer ça, tu sais. Puis je comprends, tu sais, je veux dire... À partir du moment que tu en as parlé, que tu essaies de comprendre le point de vue de l'autre, je pense que c'est une discussion qui doit être prise, puis de regarder si c'est quoi, si le coach veut en parler, ben, de quelle manière il peut le faire, puis est-ce qu'il peut le faire avec une façon qui va concorder avec l'université. Peut-être que cette étape-là n'a pas été prise, mais je peux comprendre que ça... C'est pas nécessairement ce qui est attendu d'un entraîneur universitaire, les comportements qu'il avait. Là. Mais c'est ça, c'est qu'il disait que c'était pas... c'est pas des comportements dignes d'un coach, c'est pas dans nos valeurs de s'ostiner sur les réseaux sociaux. Puis c'est sûr que tu peux ne pas
ne pas aimer ce style-là. Je suis sûr qu'il y a plein d'athletics directors qui en auraient horreur parce que, tu sais, ils ont peur ils savent qu'ils vont recevoir des emails, des affaires à propos de Hey, ton coach a dit telle affaire, je suis pas d'accord. Mais t'as le droit de pas l'engager, mais de le renvoyer pour ça, selon moi, t'as pas le droit. Je sais pas, pour vrai. Ça dépend c'est quoi son contrat, puis tu sais, c'est quoi toutes les conditions là-bas. Mais c'est une question de free speech à la base. Puis on parle pas de... Il n'y a pas eu de discours raciste, il n'y a pas eu de discours homophobe. Il y a juste eu... Il y a ces points de vue que certaines personnes sont pas d'accord, que certaines personnes disent que c'est pas le temps de les mettre. Tu sais, qu'ils disaient c'est pas correct de le mettre sur le post de Robin Mildred. Mais il dit, ben, j'ai mis ça parce que elle a fait cette publication-là, qu'elle l'a mis public, puis que s'il y avait une discussion sur ce sujet, puis moi j'ai voulu me mettre dans la discussion, c'est sûr que lui arrive comme un random de Queens qui dit on devrait enlever vos titres, c'est sûr ça va pas être bien reçu à Guelph. Mais selon moi, c'est pas un... Il a rien fait. Lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il veut voir des actions concrètes autres que le congédiement de Dave Scott Thomas pour encore plus dissuader. Je pense que c'est pour... dans le fond, Dave Scott Thomas, mais là, il a été banni, tout ça, il peut plus être coach, tout ça. Mais là, je pense que lui, il veut faire ça pour dissuader les universités d'avoir des comportements d'inaction face à ça, pour dire, tu perds tes bannières, tu sais, c'est symbolique à la fin, mais c'est un symbolique important. Je comprends son point, puis je pense que c'est important ce qu'il a voulu transmettre. C'est peut-être la manière qui n'a pas été adéquatement choisie, la façon qu'il l'a fait. Je pense que c'est le moment, le timing. Peut-être ça, puis ça n'a pas été réfléchi, c'est de sa propre initiative, puis en faisant ça, ce qu'il faisait, c'est c'était pas juste lui qui parlait, c'était le coach de l'université, tu sais. C'est pas... oui, mais c'est une personne. Oui, il est associé, mais c'est une personne qui a le droit d'avoir ses... Tu signes pas un contrat qui dit « Je n'ai pas le droit d'avoir mon free speech » quand tu viens avec l'université. Sauf que quand tu... Tu sais, je veux dire, c'est une personne qui a un gros statut dans cette université-là, surtout qui est associée à l'histoire, tu sais, je veux dire, son opinion va être prise plus en considération, mettons, que monsieur, madame, tout le monde, considérant le poste qu'il a. Puis à partir de ce moment-là, l'université, c'est un peu la personne qui a donné ce poste-là. Il représente nécessairement l'université quand il parle, puis dans ce sujet-là. Tu sais, s'il parlait, mettons, de, je sais pas, là, un sujet pas du tout en lien avec le sport, je suis certaine que ça n'aurait pas créé ces répercussions-là. C'est juste que là, dans un milieu sportif, je comprends que l'université, tu sais, parce que sa reconnaissance était associée à l'université. Puis à partir du moment que l'université te dit c'est quoi les attentes qui sont c'est ça, qu'est-ce qui est attendu de toi dans l'université, comment tu peux parler de cette situation-là, puis tu respectes pas ce qui a été fait, je comprends que ça amène des insatisfactions de l'université. De leur envoyer quelqu'un, je sais pas, peut-être qu'il y avait autre chose aussi en parallèle, peut-être que ça fait longtemps. Puis... L'histoire, c'est que ça fait longtemps que, tu sais, son athletics director, la personne qui doit répondre aux emails quand il fait de la merde, ben la personne, elle disait toujours là, par exemple, je pense pour ça, il avait dit je veux pas que tu fasses de posts sur Tracky. Puis il a fait OK, mais il a fait un post sur Facebook. Mais techniquement, il avait pas contrevenu à ce qu'elle avait dit, mais quant à moi, tu sais, c'est une slippery slope si tu te mets à limiter ce que les gens peuvent dire. Puis c'est sûr que lui, il n'est pas un exemple average d'un coach université. La plupart des coachs, ils passent pas leur temps sur les réseaux sociaux à déplatérer tout ça. Ils se jasent entre eux, puis c'est ça. Mais tu sais, lui, il est un peu atypique, si on veut. Il y en a plein qui disent qu'il est un peu weird, mais il a le droit d'être weird. Puis je sais que c'est quand même... j'ai entendu dire qu'il y a quand même un... Ben, il y a certaines personnes qui l'aiment, il y a certaines personnes qui l'aiment pas, mais de ceux qui l'aiment, ils disent qu'il est un bon coach, qui est très présent. Je sais que j'ai mon ami Dohan qui était coaché par lui à distance pendant... je sais pas pendant combien de temps, mais il a été pendant un certain temps, au moins. Et j'ai entendu quand même du bien de ceux qui l'aiment. Personnellement, c'est ça, j'ai juste croisé à des compétitions, mais j'ai jamais jasé. Mais juste des faits que je connais, selon moi,
tu peux juste pas limiter ça. S'il dit plein de marde, mais tant que cette marde-là est pas complètement, tu sais, agressante envers quelqu'un, mais comme complètement, que ce soit une agression verbale quasiment, ou que ce soit, tu sais, des propos racistes, antisémites, homophobes, des choses comme ça, tu peux pas le renvoyer pour ça, parce qu'après ça, c'est une pente glissante, comme on dit, après ça, est-ce que je peux le renvoyer telle personne parce qu'il jase trop à propos de tel sujet, que moi, j'aime pas ça qu'il jase à propos. Tu sais, moi, je trouve que tu peux juste même pas ouvrir la porte là-dessus, puis que c'est, selon moi, à mon avis, là, on suivra ça, mais à mon avis, s'il va vraiment avec les lawyers, puis que ça se rend en cours, il va gagner facilement, selon moi, parce que c'est pas des motifs raisonnables pour un congédiement. Des motifs raisonnables pour un congédiement, ce serait une relation avec un athlète, par exemple, ou une mentalité de gagner à tout prix, puis de voir tous ces athlètes, plein d'athlètes qui ont des blessures, puis tout ça, puis que si t'es blessé, il dit ben, ok, je veux pas te parler, puis si ça va bien, il dit ah, cool, super, puis ça, si tu devrais renvoyer ça, des vidanges de même. Fait que c'est surtout quand dans l'histoire là, ça paraît vraiment mal de Queens de faire ça si tu regardes. Puis je pense sur les réseaux sociaux, de ce que j'ai vu, à peu près tout le monde est en désaccord avec cette décision de Queens. Je suis pas mal sûr que même plein de monde de Guelph qui étaient bien en désaccord avec lui, je pense pas qu'ils vont être d'accord avec cette décision. Peut-être que quelques-uns s'en réjouissent, mais je pense que plusieurs aussi vont trouver que c'est démesuré, que ça n'a aucun sens. Tu peux peut-être donner une petite sanction, mais encore là, même une petite sanction, quand c'est une question de free speech, tant qu'il n'y a pas de hate speech, je sais pas, moi je suis pas en faveur de ça. Ouais. Mais je comprends, tu sais, que l'université en tant que telle, c'est un monde, tu sais, que c'est politique, c'est une petite business, dans le fond, les universités, là. Chacun veut avoir plus d'étudiants, tu sais. Toutes les communications, justement, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça, c'est parce que ça a des répercussions, au final, sur toute l'université puis tout son fonctionnement. Fait que je comprends l'université, tu sais, qu'une personne qui parle tout le temps de ses opinions sans que ce soit réfléchi puis que ça colle c'est pas réfléchi, totalement. il est réfléchi, mais il attend pas que ça passe par quelqu'un. Ça, c'est pas réfléchi avec justement les gens qui travaillent aux communications de l'université. Ouais, mais c'est pas une communication de l'université qu'il fait, c'est son opinion à lui. Sauf qu'il présente l'université parce qu'il parle dans un domaine où est-ce qu'il est coach d'une université qui était, comme tu disais, deuxième dans plusieurs des compétitions. Puis qui ont gagné d'ailleurs. Cette année, c'était leur première victoire, je pense que c'était du côté féminin. Ou pas leur première, mais ils ont eu une belle grosse victoire. Puis il a été nommé coach de l'année. Fait que ils viennent de renvoyer le coach de l'année féminin. Et pas que le fait qu'il soit coach de l'année devrait être une raison pour pas qu'il se fasse congédier, mais moi, à la base, l'université est censée être une institution qui promeut l'échange d'idées. Là, dès que tu fais ça, c'est complètement contre. Puis je comprends, il y a des forces politiques qui disent qui fait que tu veux avoir plus d'étudiants, tu veux avoir plus de cash. Mais le principe de base de l'université, c'est l'échange d'idées, amasser des connaissances, mais ça se fait en échangeant des idées puis en écoutant des opinions qu'on n'aime pas. Fait que c'est complètement contraire au principe de l'université. Quant à moi, je sais, toi, tu fais juste, tu break down ça, ben, voici ce qui se passe. Mais es-tu d'accord avec le principe de ce qui s'est passé? Ben, tu sais, je veux dire, je pense qu'il nous manque d'éléments pour dire si c'est bien ou pas cette décision-là. Tu sais, je veux dire, si ça se passe uniquement sur la liberté d'expression de l'entraîneur, puis qu'il n'y a pas eu de mesure qui a été prise pour en discuter avec lui, puis je pense que c'est inadéquat, comme ça a été pris trop rapidement comme décision. Disons là que c'est les faits qu'on sait, c'est ce qui est, que il est juste, le Athletics Director était tanné, que lui il continue à shitpost partout, à dire des affaires que les gens ne sont pas d'accord, tout en étant respectueux. D'habitude, il est toujours respectueux, mais qu'il continue à poster, même si le Athletics Director lui dit non, arrête de poster, ça fait pas une belle image à notre université, ça fait pas une belle image de coach. Puis que là, ça c'était la goutte qui a fait déborder le vase, puis qui a permis d'avoir une raison du congédiement. Ça, tu serais en désaccord avec ça?
Au désaccord avec le Congédiement. congédiement, oui, je serais en désaccord. Je pense qu'il y a d'autres étapes qui auraient pu être prises. L'université aurait pu faire un post ou je sais pas trop, avec les gens de la communication, dire nous, on accepte la liberté d'expression, justement. Notre entraîneur, il a le droit à son opinion, il peut la partager, mais on tient juste à préciser que son opinion ne correspond pas, par exemple, aux valeurs de l'université. Il aurait pu essayer de dédramatiser en faisant une communication de ce style-là, je pense. Mais je comprends, au niveau interne, si la relation était conflictuelle avec un peu le patron, finalement, le directeur du département sportif, ben là, peut-être qu'il y avait d'autres aussi, d'autres raisons, en arrière de ça, là. Moi, je pense que c'est juste quelqu'un qui aime avoir le contrôle. Puis tout le monde, si ta job, c'est de contrôler le monde, c'est ça que tu veux avoir le contrôle à la base. Puis là, quand tu sens que tu perds ce contrôle-là, c'est sûr que tu vas pas aimer la personne qui te le fait perdre. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Là. Mais ça dépend, c'est quoi les répercussions qu'il y a eu au sein de l'université aussi. Dans son équipe, est-ce qu'il y aurait eu je sais pas, est-ce que ces athlètes, il y en avait une partie qui adhérait, une partie qui adhérait pas aux propos de l'entraîneur, puis ça crée des conflits. C'est quoi les répercussions au sein de l'équipe? On le sait pas non plus. Peut-être qu'il y avait d'autres variables en jeu qu'on n'est pas au courant parce qu'il n'y a pas eu vraiment de... Quelle variable pourrait rendre le congédiement valable? Ben, si les tâches de l'entraîneur, étaient pas... étaient difficiles à mettre en place en raison de ses comportements. Par exemple, justement, il y a un conflit dans l'équipe en lien avec ça. Il y a une grosse... il y a une grosse confrontation entre les deux clans, mettons. Là, tout ça, là, je vais vous dire, c'est c'est vraiment là, des hypothèses. Oui, c'est parce des qu'on spéculations. manque d'informations. Non, mais je veux juste savoir. Non, là, on parle hypothétique. Je doute que ce soit des choses comme ça. Je demande juste, qu'est-ce qui pourrait valoir un congédiement dans cette situation, tu sais? Ouais. Et moi, dans ma tête, c'est à partir du moment que le bien-être de tes étudiants est pas atteint, si tes propos, tes actions font en sorte que ça a des répercussions sur tes athlètes, je pense que il doit y avoir des mesures qui sont prises. Si les mesures qui sont prises peuvent pas améliorer la situation, ben là, à un moment donné, peut-être que t'es pas la bonne personne pour entraîner les gens de cette équipe-là, parce qu'ils, justement, ils vont pas bien avec tes athlètes. Fait que s'il y a tellement de confrontations entre les athlètes en raison des propos de l'entraîneur, peut-être que ça peut créer des tensions, puis justement, un mal-être chez ces athlètes-là, mais c'est ça, je veux dire, c'est quand même poussé à l'extrême. Mais tu vois, moi, je dirais quand même si c'était ça, je dis que c'est pas valable, parce que si t'es malaisé avec l'opinion de quelqu'un, mais c'est ton problème. T'as le droit d'être mal à l'aise que lui, ça soit son opinion, tant que c'est pas dans ce qu'on va mettre en dehors du bon sens, que tu sais, c'est pas... puis même pas du bon sens, tant que c'est pas du hate speech, des affaires comme ça, du racisme, des choses comme ça, il a le droit de dire son opinion, puis t'as le droit d'être pas d'accord, mais ton désaccord ne peut pas valoir son congédiement. Même si ça fait qu'il y a un peu de marde dans l'équipe, qu'il y en a qui disent « mais moi je suis d'accord, moi je suis pas d'accord », si lui il continue à faire sa job, de donner les workouts, de supporter ses athlètes, autant ceux qui sont en désaccord que ceux qui sont en accord, même si c'est sûr que les conversations avec ceux qui sont en désaccord avec ses positions sont moins bonnes, tant qu'il fait sa job, t'as le droit d'être offended, mais le fait que t'es offended n'a pas le droit de renvoyer quelqu'un. Sinon, tu limites le free speech, puis on voit, c'est un thème récurrent, puis t'as beaucoup de far-right personnes qui disent « Ah là, tout le monde est offended, puis là, ça fait de la merde. » Puis, je dirais pas qu'ils ont complètement raison, mais des fois, à un certain niveau, il y a le fait qu'il y a des débats qui n'ont pas lieu à cause de ça. C'est sûr que là, en même temps, tu veux pas envoyer quelqu'un qui a des propos racistes dans un débat nécessairement, parce que à quoi ça va aider de mettre quelque chose qui a absolument aucun sens dans une discussion. C'est comme valider ça, mais t'as des personnes quand même relativement sensées qui ne peuvent pas débattre parce que des gens sont offensés. Ben, c'est pas ça le principe d'une université. Puis t'as le droit d'être offensé, mais je veux dire t'es un... t'sais, comme les far-right disent, je veux dire, ça c'est snowflake, mais comme too bad, tu sais. Puis moi, je suis pas tout du côté far-right, puis tu sais,
je pense qu'il y avait un mot qui avait été utilisé pour retourner ça contre eux. J'ai oublié c'était quoi, mais c'était l'équivalent de snowflake, mais des far right. Mais bref, ce terme-là, je dirais, ben, ça représente mon opinion que tu as le droit d'être offended, mais tant que c'est pas parce que la personne a des propos absolument inacceptables comme du racisme, etc., ben, t'as pas le droit de punir cette personne injustement pour ça. Fait que, ouais. Ça, c'est mon opinion. Moi, je pense que tout le monde a droit à son opinion, mais il y a des contextes pour le faire. Puis peut-être que ces contextes-là n'ont pas été rencontrés dans cette situation-là. Puis quand tu signes un contrat de travail, tu as toujours tes tâches, puis toutes c'est ça, les attentes un peu de l'université envers toi. Tu t'engages des fois à respecter des points. Peut-être que justement, le motif du renvoi était en lien avec ces points-là, du contrat de l'entraîneur. On sait pas c'est quoi son contrat, puis à tous les éléments qui font partie d'un contrat d'entraîneur. Moi, j'ai jamais été entraîneur universitaire, là, fait que j'ai aucune idée. Mais peut-être qu'il y a des points vraiment qui justifiaient un renvoi. Là. Mais je pense que la base, il faut regarder c'est quoi, que ça devrait être un contrat d'entraîneur. Je pense que la base devrait être, tu dois assurer le bien-être de tes athlètes, essayer qu'ils s'améliorent, mais sans mettre l'emphase à tout prix sur la performance. Juste de viser que ce soit des athlètes qui s'accomplissent puis qui font le mieux, leur plein potentiel. C'est tout. T'sais, selon moi, tu devrais pas avoir d'autres choses dans un contrat. Fait que même s'il a signé un document qui dit tu vas pas shitpost sur les murs de 9gag ou de Tracky, selon moi, à la base, ce point-là n'est pas valide. C'est comme une compagnie un peu qui te dit ben on a seulement une garantie d'1 an. Mais non, au Québec, tu as la garantie légale qui fait que une chose doit avoir une durée raisonnable. Puis ça, c'est à cause de la loi qui est au-dessus, qui est la loi de la protection du consommateur. Donc, t'as beau dire ça dans ton petit contrat, te dire après 1 an, nous on s'en fout. Ben non, t'as le principe supérieur qui est, ben non, un item d'avoir une durée de vie raisonnable. Dans ce cas-ci, c'est, ben t'as beau mettre ce point-là, ben non, à la base de la tâche d'un entraîneur, ça devrait être ça, puis t'as beau écrire ça, ben ou une analogie plus près de ça, ce serait comme quand tu signes un waiver, quand tu vas faire du go-kart, mettons, puis tu signes un waiver, si je me fais mal, je peux pas te poursuivre. Mais c'est faux. Même si tu signes ça, tu peux quand même les poursuivre si tu es blessé à cause d'une négligence de leur part. C'est toi qui te blesses parce que tu te conduis comme un câble, c'est ta faute. Mais si c'est de leur côté, de leur faute, l'item est mal calibré ou quoi, peu importe ce que tu as signé, tu as quand même le droit de les poursuivre, tu as quand même tes droits de base. Fait que moi j'ai l'impression que c'est ça qui va se passer, c'est que tu peux avoir signé de quoi, il peut avoir signé de quoi dans son contrat, mais à la base, si ses droits fondamentaux sont pas respectés, ben peu importe ce qu'il a signé, ça va être annulé. C'est sûr, c'est un grand débat, puis il y a beaucoup de monde qui vont dire ben les documents, souvent quand tu signes quelque chose, ben, tu l'as signé, mais c'est une bonne question de free speech. On va voir ce qui va arriver. On va voir ce qui va arriver. Dans le fond, on va suivre ce dossier-là. Et là, je veux pas faire paraître ça parce que je suis conscient qu'on passe beaucoup de temps, plus de temps à parler même sur Steve Boyd et Dave Scott Thomas que de la victime principale, Megan Brown. La raison est pas que je pense que son histoire est pas importante. C'est que je pense plutôt que c'est très simple. C'était pas correct ce qui est arrivé. Puis ça a été très bien expliqué dans l'article du Globe and Mail. Si vous ne l'avez pas déjà lu, allez le lire. Moi, je faisais juste le résumé du mieux que je peux. En fait, pas du mieux que je peux. J'aurais pu mieux le résumer, mais bref, de ma mémoire, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps ces temps-ci. Mais bref, je l'ai résumé rapidement. Selon moi, ça vaut vraiment la lecture. Moi, j'ai été rivé du début à la fin. Et c'est simplement que ce cas-là, c'est très simple. C'est des abus de pouvoir d'un coach, non seulement envers elle, mais aussi envers toute l'équipe, si on veut, de la façon qu'il traitait ses athlètes. Là, c'est enfin sorti. Après ça, une fois maintenant qu'il a été considéré comme une vidange, là, maintenant le monde sont moins gênés de dire ce qu'ils pensaient de ses méthodes de coaching. Et donc, c'est juste simple. C'est juste, le gars, c'est une vidange. Puis c'est drastique. Ouais, non, mais c'est une vidange. Il y a pas. Il pourrait utiliser d'autres qualificatifs encore pire, mais le gars est une vidange.
il y avait dans l'article qui explique, là, c'était comme un coach cool qui avait son char, puis qui écoutait du punk rock, comme qu'il disait, puis que il était bien près des athlètes, puis trop près d'une en particulier. Mais c'est ça, c'est une vidange. Megan Brown a dû endurer des affaires dégueulasses. Puis plusieurs membres de l'équipe de Guelph aussi ont dû endurer des affaires qu'ils ne devraient pas endurer. Que tu devrais avoir du support de ton coach et non d'être rabaissé ou d'être traité comme si t'étais inutile quand t'es blessé. Tandis que l'histoire après ça de Steve, ben, ça cause beaucoup un peu d'offuscation quant à comme l'ironie de la chose et ça suscite plus de polémique parce que ben, t'as du monde qui trouve franchement lui très insensitive de faire ses publications alors que les gens sont encore en train de recouvrir de cette histoire-là. Mais donc ça c'est un peu plus polarisant, puis il y a des gens qui sont contre lui, il y a des gens qui sont pour lui, j'ai l'impression qu'il y en a plus qui sont comme, du moins il y a des gens qui sont pas nécessairement d'accord avec le timing de ses propos et ses propos, mais qui sont quand même d'accord pour dire que son congédiement est un peu absurde. Mais je pense qu'il y en a quand même qui sont peut-être d'accord avec ça, donc c'est pour ça un peu que je pense qu'on passe plus de temps là-dessus. Ouais, avait-tu d'autres points à ajouter? Ben, tu sais, moi, je trouve que ce qui ressort de la situation, c'est beaucoup, tu sais, les deux polarités, là, le fait que certains entraîneurs, tu sais, prennent plus la performance à tout prix, puis d'autres que c'est plus le bien-être de l'athlète. Je pense que c'est encore mitigé en ce moment, tu sais, dans les milieux universitaires. Je pense que, puis même au Il y a travers... encore beaucoup de monde qui pense que ça devrait être qui mettent pas le point bien-être de l'athlète comme étant le numéro 1, qui disent ça devrait être un mix des deux, tu sais. Mais c'est parce que c'est en lien avec les conditions aussi des entraîneurs. Tu sais, ça dépend des universités, ça dépend, tu sais, des circonstances, sauf que il y a des entraîneurs qui sont employés sous contrat, tu sais, fait que c'est, par exemple, à chaque année, leur contrat est renouvelé. Puis s'ils ont du succès, c'est renouvelé. Ça dépend, tu sais, si leur équipe, par exemple, c'est une équipe... justement de sport d'équipe, là, puis leur équipe finit dernière, tu sais, au championnat final, ben là, ça se peut que l'entraîneur soit pas renouvelé. Fait que ça fait que l'entraîneur, il y a de la pression, tu sais, de l'organisation pour performer. Peut-être que lui, pour maintenir son emploi, ben, il va mettre de la pression après ça sur ses athlètes, tu sais, parce qu'il s'attend à une performance, tu sais. Je pense que tous les entraîneurs ont le désir, tu sais, que leur athlète performe. Même si plusieurs, tu sais, vont mettre en relation le bien-être aussi, tu sais, de l'athlète. Ils veulent peut-être en premier que leur athlète aille bien, mais ils veulent nécessairement aussi qu'il performe. Je pense que c'est un peu le rôle de l'entraîneur. Non, je comprends, ça peut être une situation assez comme pas le fun d'être dedans. C'est sûr qu'à la base, ce serait le fun que les universités, elles regardent en premier le bien-être de leur athlète, se questionnent en premier là-dessus, puis ensuite regardent les résultats, les performances. Moi, j'ai l'impression que si tes athlètes vont bien, les performances vont venir avec. Mais selon moi, si tu es dans cette situation-là en tant que coach, que le renouvellement de ton contrat dépend des performances des athlètes, selon moi, c'est à toi de faire une décision. Mais si tu choisis de faire une décision égoïste, qui est basée sur le renouvellement de ton contrat, ben c'est inacceptable. Même si tu sais... Oui, c'est ta job, puis oui, mets-toi dans tes souliers, mais oui, je me mets dans les souliers. Si c'était ça ma job, je ferais pas ça. Moi, la priorité, c'est le bien-être de mes athlètes. Après ça, s'ils performent bien, je vais être content. S'ils performent pas bien, c'est pas grave, on va se reprendre la prochaine fois. Mais tu peux pas... c'est à toi de faire une décision, mais c'est à toi de faire un choix. C'est pas l'université. L'université te force indirectement, mais tes mains sont pas liées. Sont pas liées, mais en même temps, je comprends ce que certains entraîneurs pourraient avoir cette vision-là, tu sais, de se dire... OK, c'est ce qui est attendu de moi. Si je le fais pas, je vais être envoyée. La prochaine personne qui va être engagée, elle va probablement le faire. Fait que pourquoi pas moi le faire? T'sais? Ouais, mais ça, c'est... Oui, il y en a peut-être qui pensent de même. Selon moi, c'est inexcusable de penser de même aussi. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus parlé, le bien-être des athlètes. Je pense que ça a été beaucoup mis de côté. C'était la priorité, je sais pas, en tout cas, à l'Université de Sherbrooke, il y a de la physiothérapie gratuite pour les athlètes du Var-et-Or. Mais il n'y a pas de suivi psychologique, en psychologie sportive, je veux dire, d'inclus dans les services aux étudiants. S'ils veulent aller pour un suivi psychologique, il faut qu'ils fassent les mêmes démarches que les étudiants non-athlètes de l'université.
Puis en ce moment, tu sais, dans la plupart des universités, les services d'aide psychologique sont surchargés. C'est ridicule. Pour avoir un rendez-vous, il faut t'attendre en c'est plusieurs mois, là, alors que normalement, c'est le timing is key, là, tu sais. C'est ça, au niveau sportif, c'est interrelié, tu sais, si au plan psychologique, tu vas pas bien, ben tes performances vont être affectées aussi, là, tu sais. Puis, en tout cas, moi, je pense que c'est quelque chose que je travaille personnellement, tu sais, j'aimerais ça que, au travers de mon étude doctorale, ce qui ressort, c'est les besoins, finalement, tu sais, de justifier le besoin d'implanter, tu sais, des services d'aide psychologique pour les athlètes, spécifiquement pour les athlètes, avec des professionnels qui ont une formation, un bagage sportif, finalement, pour capable de bien outiller. Des choses de même pourraient aider à déceler quand tu as des affaires. Là, je sais pas, qu'est-ce qui serait arrivé si Megan Brown avait jasé à un psychologue, ou psychologue sportif, mais peu importe, puis que ça s'était sorti. C'est ça fait que c'est une personne neutre dans l'histoire. T'sais, avoir un regard extérieur, une personne de confiance, puis aussi ne pas avoir à payer pour ces rendez-vous-là, parce que ça peut être dispendieux. Je pense que ça aurait pu aider là, à la situation vraiment, là, pour son bien-être, puis aussi pour dénoncer toute cette situation-là beaucoup plus tôt. Là. Ouais. Mais bref, toute une histoire. On va continuer à suivre les développements pour voir si ça va aller en cours ou si est-ce que Queens vont... Je pense pas qu'ils peuvent revenir sur les décisions à ce point-ci, l'ont renvoyé, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bref, ça démontre qu'il y a encore... on a encore du progrès à faire, même en 2020. Puis que, ouais, c'était pas beau. Mais au moins, je suis content que ça soit sorti. C'est sûr que ça doit pas être facile à vivre pour Megan Brown et toutes les personnes qui ont eu à endurer ça. Mais ça doit être quand même un bon soulagement, du moins qu'enfin ça sorte. Ouais, bref, si vous avez pas lu ça, allez lire l'article. Puis comme je vous dis, utilisez Google Translate si vous maîtrisez pas parfaitement l'anglais. Mais c'est vraiment un must-read. À mon avis, moi j'étais rivé du début à la fin. Toute une saga. On continuera à suivre ça. Demain, je vais faire un épisode sur... on va parler maintenant, on va rattraper. Il y a beaucoup de nouvelles qui sont passées. Puis on va jaser des Vaporfly. Je pense qu'au dernier épisode, on avait jasé que ça allait peut-être être banni. Ben, vous allez voir dans le prochain épisode qu'est-ce qu'il y en est et tous les développements là-dessus. Ben, pour finir sur une note de thématique de l'épisode, on espère que les universités dans le futur vont avoir lu cet article, suivi cette histoire et agir en conséquence. Puis, ouais, sans nécessairement renvoyer un coach qui dit son opinion, plutôt renvoyer ceux qui oppressent les athlètes. Mais merci beaucoup d'avoir rejoint dans cette discussion sur un sujet quand même difficile, mais qui touche quand même pas mal directement à ce que tu étudies, qui est les difficultés d'étudiants athlètes. Puis disons que ça peut en être une. Je sais que c'est pas nécessairement la réalité des choses aussi pires que ça, c'est pas la réalité de tous les étudiants athlètes. Moi j'ai été personnellement très chanceux dans mon parcours d'étudiant athlète de ne pas avoir à dealer avec des affaires de même, d'avoir des super coachs très sympathiques qui me supportaient, qui quand j'étais blessé, ils me disaient pas fais le workout puis regarde si tu es blessé. Moi si t'es blessé, ben je veux pas te voir, mais dans le bon sens, dans le sens va-t'en te récupérer puis pour que tu sois prêt à compétitionner le plus vite possible, même si ta performance sera peut-être un peu moins bonne parce que t'as pas fait tel workout, mais au moins tu vas être en un morceau puis tu vas pouvoir continuer à courir dans les années futures. Fait que j'espère que je pense que c'est l'expérience que la majorité ou une bonne partie des étudiants athlètes vivent. Et je souhaite que ce soit encore plus dans le futur. Et, merci pour votre écoute. Et je vous sors ça ce soir pour en avoir sorti un en février. Puis maintenant, c'est la semaine de relâche, donc on va pouvoir sortir plusieurs épisodes. Merci beaucoup. Merci.